Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé un peu la forme, ça fait du bien. Euh, c'est vrai que les derniers jours n'ont pas été des plus simples, et je pense que même il y en a la plupart d'entre vous qui l'ont entendu ou qui l'ont perçu à la voix, puisque j'ai reçu pas mal de vos mails pour me dire Phil, repose-toi, tout va bien. Donc vous inquiétez pas, c'est bon. C'était un peu de surmenage et rien de bien méchant. Et c'est donc en train de passer tranquillement. Donc on reprend, on va parler bien évidemment Bitcoin parce que je sais que c'est ce qui vous taraude en ce moment. Et évidemment, bah, c'est normal, hein, voilà, y a pas, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Mais je suis conscient de mon rôle de berger un peu entre guillemets et donc de devoir calmer un peu vos émotions. Je me doute forcément que dès que la volatilité revient après des mois et des mois d'ennui, bah forcément ça génère un peu une sorte d'ascenseur émotionnel, mais il faut justement tout faire pour s'en séparer le plus vite possible de ce genre d'émotions pour prendre des décisions rationnelles. Puisque là, clairement, voilà, l'ascenseur émotionnel n'est pas compatible avec une décision de trading, mais plus avec faire mumuse au casino quand les lumières s'excitent. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On va reprendre tout comme toujours, on va remettre les choses dans leur contexte, puisque il faut contextualiser ce qu'on essaie de faire dans le Bitcoin. Et on va dire toutes les cryptos un peu en général. Et on prend donc, n'ayant pas beaucoup de jurisprudence sur lesquelles se référer, moi je vais revenir sur l'exemple de 2014-2015 et 2016, la formation du dernier creux majeur sur le Bitcoin dans les $200, et essayer de chercher une structure récurrente. En tout cas, une structure qui pourrait correspondre à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui vont dire, forcément, on est à peu près là. On rechute, et puis forcément, c'est le début, avant la grosse purge. Alors, ce serait possible, disons que je vais dire, c'est pas impossible, rien n'est jamais impossible, mais ça correspond pas au schéma de marché dans lequel on serait, tout simplement parce qu'on a déjà fait les 5 poussées baissières, et que surtout, on a déjà atteint la zone traversée du désert. Alors moi, je dirais plutôt, voilà, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on avait en 2015. En même temps, ce qui nous intéresse, c'est des cycles et des étapes psychologiques de maturité dans la tendance baissière, qui est donc le crack. Savoir à quelle étape on se situe. Est-ce qu'on est au milieu de la formation du creux, plutôt vers la fin, c'est-à-dire le moment où on va commencer à retrouver des aspirations acheteuses, ou est-ce qu'on est toujours au début, c'est-à-dire la vraie traversée du désert resterait donc encore à faire. Voilà, moi je note simplement, comme d'hab, toujours un aspect volumique, c'est-à-dire que c'est la relation prix et volume qui donne l'information, pas juste les prix, c'est-à-dire que ceux qui regardent simplement la formation des cycles, les cycles disent quelque chose, mais il faut que le volume dise la même chose, c'est-à-dire que pour moi, traverser du désert, c'est bien deux éléments conjoints, la réduction de la volatilité et la réduction des volumes. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, la seule structure par laquelle je suis certain qu'on soit passé, c'est celle-là. Ça, je suis sûr qu'on y est passé. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'après cette structure, en 2014, en 2015, on avait d'abord précassé cette petite résistance avant d'aller recasser le support, mais sans aller installer un nouveau plus bas. Donc là, aujourd'hui, on est dans un contexte différent, puisque donc si je remets le BTC aujourd'hui, alors on va retourner en temps réel. Alors TradingView, ils ont un mal là depuis 2 jours, ça m'insupporte, mais au possible. Voilà, donc on recontextualise le truc. Ok. Là, où est-ce qu'on en est? Donc, la seule différence par rapport à 2014, c'est que ce schéma-là est un petit peu plus brutal sur le mouvement baissier et que surtout, il installe un nouveau plus bas. D'accord? Ça, on est bien pragmatique là-dessus. Mais normalement, si ça s'était produit ici, on aurait été dans le cas copie de 2014, c'est-à-dire une grosse purge vendeuse à venir, puis on remonte et traversée du désert. Là, effectivement, dans l'ordre schématique des choses, on ne respecte pas nécessairement le schéma classique. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de standard, puisque normalement, on ne retrouve pas de la volatilité basse puissante après la traversée du désert. Donc on va voir, soit on n'est tout simplement pas dans le contexte de formation d'un creux, soit tout simplement on va faire quelque chose de différent, mais il me semble que dans tous les cas, pour moi, l'état psychologique a été installé de la traversée du désert, ce qui traduit donc pour moi une chose essentielle, nous avons constitué ici un très fort niveau d'acceptation du Bitcoin, ce qui fait que si vous les avez achetés à ce prix-là, quoi qu'il arrive, normalement, vous retrouverez ces prix-là dans les prochaines années, donc il n'y a pas de raison de paniquer, même si ce truc-là devait vraiment aller à 2000, 1000, mais même, admettons, ça va à $50.
Eh ben, oui, moi je pense que sur ce scénario-là, même en buy and hold, avec de la patience, normalement on devrait pouvoir retrouver ces prix, étant donné l'acceptation qu'ils ont eue. Simplement, voilà, quand le marché perd sa volatilité et son volume en même temps, ça veut dire que ces prix n'intéressent à la fois ni les spéculateurs acheteurs ni les spéculateurs vendeurs. Ça veut dire qu'en fait on est d'accord sur ce prix. On a trouvé un prix d'accord sur Bitcoin et forcément on reviendra tester ce prix, que ce soit après une extraction haussière sur des pullbacks baissiers ou tout simplement parce qu'on décide d'aller installer les prix plus bas. On remontera, je pense, tester ces prix-là. Maintenant, ces prix-là à l'avenir, ils vont soit rejeter, soit devenir support. Je ne sais pas ce qu'ils seront. J'estime pour ma part que c'est probablement la constitution d'un support. Ça peut très bien être la constitution d'une résistance et tout simplement on reviendra tester ce prix-là et plus jamais on n'arrivera à passer au-dessus. Tout simplement, c'est devenu un prix d'acceptation. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous rappelle encore une fois les règles de ce trading qui est que c'est un buy and hold. Il n'y a pas d'autre option pour investir sur le Bitcoin à l'instant. C'est-à-dire que si vous faites de la spéculation de court terme, vous êtes complètement hors contexte. C'est pas possible de faire ça après une traversée du désert, tout simplement parce que c'est un piège. C'est un piège énorme. Voilà. Donc faire très attention. Et je pense que voilà, il faut surveiller tout ça. Le volume n'est pas cataclysmique, hein, c'est-à-dire, alors là, on va reprendre l'indice, parce que et je regardais que Bitstamp, hein, mais là, voilà, on va regarder tout exchange confondu. On n'est clairement pas sur un volume de dingo. Hein. C'est-à-dire que le volume de baisse là est plus faible que n'a été le volume exécuté pendant la mèche du Tether. Donc, enfin, c'est. Pour ma part, voilà, j'ai l'impression que on peut peut-être considérer ça comme une précassure de résistance. Et là, en fait, ça corroborerait vachement mieux avec le schéma de 2014. Même si, voilà, là, ça a été fait que par Bitfinex. Voilà, je dirais cassure du plus haut, cassure du plus bas. Et puis, on continuera à étendre ces différentes vagues, une fois à la hausse, une fois à la baisse. Pour moi, ça reste le schéma à privilégier. Deuxième élément qui ne me fait pas spécialement flipper, mais par contre, attention, si on commence à aller s'installer sous la mèche, là ça va devenir un peu plus sanglant. Mais voilà, donc hier, mèche basse, assez franche, réintégration de la bougie baissière précédente. Alors la clôture n'est pas positive, mais bon, voilà. On voit que le côté momentum, ça plafonne, mais attention, hein, ça plafonne, on est au plancher, quoi. On est à moins 100, on ne peut pas faire plus bas. Donc bornage au niveau du momentum. On est un petit peu fortement baissier. On est sur une zone de prix attractive pour des achats, mais je vous rappelle que normalement les achats, vous deviez déjà les avoir faits. Hein. Et le thème ici, on se rappelle, je vous avais dit, soit vous prenez le prix moyen, on fait buy and hold, et voilà, soit vous attendez un peu de volate baissière pour acheter. Normalement, à la base, la stratégie était de dire acheter entre ces deux prix, c'est-à-dire sous 5008, mais au-dessus de 5780. Enfin voilà, l'objectif normalement était d'attendre pour acheter entre 5009 et 5007. Voilà. Bon, là on a un peu débordé, mais on est en fait théoriquement dans cette zone de prix. On a réussi à installer la clôture plus basse hier, soit, mais ça reste une mèche basse. Et pour ma part, c'est un peu agressif, pour ne pas dire très agressif, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça peut tout à fait sceller le sort dans l'autre sens. Et c'est surtout autre élément, donc voilà, le volume d'hier, donc le volume de la journée méchée, est inférieur au volume de la journée de grosse baisse. Je vais aller regarder en intraday quand même la structure de prix, parce que c'est quand même important de regarder ça dans ce stade-là. Ok. Ok. Bon, c'est pas inintéressant, c'est vraiment pas inintéressant. Je voulais vraiment cette structure de V-shape sur le bottom. J'aurais aimé qu'il y ait plus de volume que ça, mais c'est là au moins qu'on a le plus de volume après la phase épidermique, déclenchement de stop et recte de nouveaux gens qui avaient dû s'amuser à mettre des leviers dans la traversée du désert. Mais donc voilà, je dirais de toute façon, il faut toujours voir le truc comme ça. Ce niveau technique, on va le mettre comme ça. Voilà. Et je veux voir ce que on le voit bien, hein, voilà. C'est-à-dire que là, tant qu'on se maintient au-dessus de ça, normalement, pas trop de cataclysme, qu'on revienne le tester aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et on va revenir en daily et on va regarder si ce prix correspond à quelque chose. Est-ce que ce prix a du volume? Ok, d'accord. C'est pas un super prix. Et je vais aller regarder ici au volume profile de cette bougie-là. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose ou pas? On va faire comme ça, voilà, on prend la vague haussière. Alors, ok. Pourquoi j'ai pas plus de précision que ça? Ok, c'est space. Ça m'étonne de ne pas avoir plus de précision là-dessus. Alors, je vais le prendre juste chez Bitstamp.
Ah merde, je suis con moi. Bitstamp, Bitstamp, Bitstamp. Hop. Ok. Alors, voilà. En fait, je veux juste voir si on a laissé une trace ici, savoir si du coup c'est un positionnement algorithmique ou si c'est juste du pétage de stop. Et en gros, on descend tant qu'on n'a pas tout exécuté en liquidité. 5796, c'est un niveau qu'on connaissait déjà, mais je pense qu'on est au-dessus. Là, on parlait de 5500, je crois, c'est ça? Ok. Donc 5500, tac. H. D'accord. Ok. Et donc aujourd'hui, on essaie de se positionner un peu en dessous de ça encore. D'accord, ok. Donc pour l'instant, on essaie de se maintenir en fait sous... Ah, ou d'accord, j'ai pas vu la petite méchasse là. Alors on va aller la voir, celle-là. On va aller lui dire bonjour à cette petite. Viens me voir. Hop. Tac. Est-ce que là, ici... Oula, détends-toi. On se détend, on se détend. Voilà. Hop. Est-ce qu'ici, on a laissé traîner du monde? Ok, voilà, bah c'est ça. Ce prix-là, il a été retesté, mais voilà. Alors, j'y vois rien, j'ai les reflets. On va pas se plaindre, on a du soleil à Toulouse, donc je vais quand même pas faire le rabat-joie. D'accord, ok, effectivement, on avait laissé ça, 5502. Là, ici. Donc on avait ces deux prix-là. Je vais aller voir s'ils ont... Alors le problème, c'est que là, je regarde que chez Bitstamp, mais j'ai besoin pour regarder de la précision. C'est tout simplement en fait pour voir si c'est des robots qui tradent là, ou si c'est des humains qui font le boulot n'importe comment. Je veux juste voir si ces prix ont un intérêt en intraday. Ok, ouais, bon, ben voilà. De toute façon, c'est bien ça. Donc c'est sur cette zone de prix que ça essaie de stabiliser. C'est impressionnant la différence entre les exchanges. C'est un truc de ouf. Regardez la structure là quand même. Comme elle a varié, c'est vraiment extrêmement différent. Hein. Bon, enfin, je trouve toujours ça hallucinant. Mais effectivement, regardons de ce point de vue indiciel, ce sera mieux que de regarder que chez Bitstamp, parce que la structure de prix de la baisse est complètement différente. On parle quand même de chandelier 15 minutes, hein. Je veux dire qu'il y ait une petite différence sur une mèche pendant quelques secondes, quelques minutes, je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop d'exchange pour le même actif. Bon, enfin ça, on en reparlera un autre jour. Donc bref, pour moi, donc patience. Je dirais qu'il faut attendre la validation aujourd'hui. Mais si vraiment aujourd'hui on invalide la structure, c'est typiquement la Morningstar, le gros reverse. Je dirais voilà, de toute façon, tant qu'on reste sous la zone de la mèche ici, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, c'est la zone qui, après la phase épidermique, a catalysé le plus de volume. C'est bon. Maintenant, j'aurais aimé qu'il y ait plus de volume. Mais généralement, historiquement, on trouve un volume très fort à la baisse, un volume de stabilisation et un volume très très fort à la hausse derrière. Donc là, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça va retrouver des investisseurs à l'achat ou tout simplement est-ce qu'on va continuer à chuter petit à petit, c'est-à-dire ralentir le canal là, hein, tout simplement on fait un canal comme ça et puis on va chercher la nouvelle baisse dessous et hop comme ça on remonte jusqu'à éventuellement réaccélérer. Donc pour l'instant moi je dis tant que la structure de canaux reste baissière, je n'irai pas plus loin. Là ce qu'on voit c'est que d'un point de vue framework, lui, détecte des tentatives d'installation haussière de canaux. Donc on va voir, hein, mais voilà, pour valider ça, faut tout simplement essayer d'accélérer au travers de ce canal qui est donc, en fait, c'est presque pratiquement à plat. On ne peut pas vraiment appeler ça un canal haussier. Voilà ce que j'ai à dire sur la partie Bitcoin. Donc d'un point de vue volumique, c'est intéressant, mais ça demande des confirmations obligatoires. J'aurais aimé quand même un peu plus de volume sur ce bottom, donc dans tous les cas, je pense que toute spéculation est impossible, puisque moi je ne trouve pas donc de structure qui permette de limiter le risque suffisamment. Donc c'est de la volatilité, mais ça, pour moi ça ressemble plus à du bruit volatile que de la volatilité que je peux exploiter dans une stratégie de trading. Donc faites-le si vous voulez, mais en tout cas de mon point de vue à moi, ça ressemble plus à du gambling qu'à du trading. Allez, on passe aux autres marchés, avant d'aller faire quand même un peu d'intraday, puisque c'est le thème de vendredi normalement. Mais là, on va faire probablement quand même un peu plus de revue swing pour l'instant, pour des raisons évidentes. Laissez-moi une seconde. Voilà, parce que je n'y voyais strictement rien avec les reflets du soleil, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Donc Apple, on va aller regarder la tronche de la clôture d'hier. D'accord, donc c'est une séance donc purement de type consolidation.
pas de volume qui émerge particulièrement, donc je pense qu'Apple, ça va effectivement ranger, mais je ne pense pas à la formation d'un bottom plus durable. Hein, donc voilà, je pense qu'on est bien dans ce cadre-là. Donc j'attends la formation d'un range. Pour le moment, je n'ai pas d'informations me permettant de prendre une décision. Donc je vais attendre tout simplement d'avoir au moins d'avoir 2 vagues. Voilà, une vague de hausse, une vague de baisse, et voir où s'arrête la prochaine vague de baisse. À partir de là, je pourrais soit construire au moins un premier sentiment de range, ou pas. Voilà. Enfin, pour l'instant, moi, je laisse donc faire ce marché. Je le laisse consolider. Moi, j'ai sorti 50% de mes gains sur Apple. Très beaux gains, hein, voilà. Donc c'est des gains sympathiques. Mais attention, on n'est qu'au début des gains. Hein. Je vous rappelle que là, pour l'instant, j'ai même pas encore vraiment pu... la fête ne fait que commencer là pour moi sur Apple. Hein. Donc c'est vraiment là où je vais gagner un max de blé sur cette valeur, c'est si on fait ça. Parce que là, ici, effectivement, je vais avoir mes jolis trades spéculatifs en haut, je vais pouvoir cartoucher comme un cochon si jamais on s'amuse à démonter le support derrière. Et c'est là, effectivement, que je vais probablement être assez fortement, plus fortement exposé et que je vais pouvoir enfiler des gains plus intéressants. Pour l'instant, en tout cas, j'ai au moins déjà remboursé toutes les premières pertes spéculatives et pris un joli petit bonus de 3-4%, de 3%, mais rien de plus. Hein. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas sur des gains complètement stratosphériques, mais je pense que ça viendra peut-être après. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que maintenant, j'ai plus de risques sur ce trade et j'ai confortablement mes prix spéculatifs qui me permettront d'être plus agressif si une phase tendancielle vient à émerger ensuite. Pour l'instant, c'est juste des replis vers les supports. Hein, voilà, il faut bien être d'accord. Quand on fait un scénario spéculatif, ça se passe toujours par étapes. Moi, pour l'instant, les étapes que je vois correspondent tout à fait à ce que je recherche, tout simplement parce que j'ai la psychologie que je veux, hein, c'est les particuliers qui ont acheté le sommet. Là, ils commencent un peu à stresser, mais c'est pas, voilà, je ne pense pas qu'on va les enfiler direct aujourd'hui, demain. Je pense qu'effectivement, on va ranger un petit coup, maintenir l'espoir, puis on voit bien cette trendline, ils n'ont pas envie de la voir sauter tout de suite. Et puis c'est quand elle va sauter qu'ils vont commencer à se mettre à paniquer. Donc, j'attends toujours cette panique, donc je reste vendeur, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas récupérer mes trades spéculatifs, bien au contraire, puisque je les garde par incertitude, parce que je ne connais pas encore la forme du range. Quand je connaîtrai la forme du range, je pourrai déjà spéculer un peu plus et me dire soit j'encaisse un peu plus, soit au contraire j'attends et je renforcerai en cassure de cette structure. Donc voilà, pour l'instant, repli vers les supports. On est bien sur une zone support, donc il est complètement stupide de ne pas gérer le risque ici en tant que vendeur. Maintenant, est-ce qu'il faut switcher, c'est-à-dire est-ce qu'il faut passer acheteur? Moi, je réponds non. Est-ce qu'on va ranger ici et est-ce qu'il va y avoir un soutien acheteur de court terme? Je pense que oui, parce que je pense qu'il va y avoir un rachat de position vendeuse, tout simplement. Je pense que comme moi, il y a beaucoup de spéculateurs qui, sur le sommet, ont vendu le volume de particuliers et qui, pour l'instant, gèrent leurs risques tout bêtement avant de faire exactement ce que je vais refaire, c'est-à-dire revendre encore plus fort à travers le support. Donc je vais essayer de suivre ce schéma-là, si je ne me suis pas planté. Je vais donc essayer de faire la même chose que ce que je pense, en tout cas, que la smart money est en train de faire, c'est-à-dire accumuler les couillons, faire racheter du monde encore sur ce support pour avoir toujours plus de stops à déclencher sur la prochaine vague qui sera donc normalement encore plus épidermique. Hein. On voit bien la structure, la vague 1, la vague 2 à plat, hein, très faiblement retraçante, 50%. Dans un crack, c'est toujours comme ça, on retrace généralement pas plus de 50% des vagues précédentes, raison pour laquelle ici je m'attends à ce qu'on consolide mais très très faible et pour moi tant qu'on reste de toute façon sous la vague 1, je m'attends de toute façon à un carnage derrière. Je pense qu'ici on peut faire une petite mèche là, vous voyez, hop, la petite mèche qui pof vient chercher le niveau technique là et ensuite c'est ici que moi je veux revendre, hein. C'est le prix que je revendrai de toute façon à l'aveugle ici, c'est clair et net. Et effectivement, normalement, après, derrière, si on fait ça, je pense qu'on va avoir donc la vague 5 étendue, celle qui normalement casse des slibars, hein, c'est-à-dire, théoriquement, celle-là, elle fait sommet de la vague 2, au creux de la 3, si on s'arrête là, hein, jusqu'ici, et normalement, on vise au minimum 161, voilà, voire 200. Donc vous avez bien le délire, hein, c'est-à-dire pour moi, derrière Apple, je pense effectivement qu'on visera probablement même les 200, c'est-à-dire qu'ici, moi, je commencerai à encaisser sur le 161, mais ça risque même d'aller chasser du stop jusque-là. Dans une phase complètement épidermique et illiquide, on pourra éventuellement envisager ce truc-là. Ok ? Voilà. Bon, moi, pour l'instant, c'est le schéma que j'ai dans la tête, que je conserve. En attendant, tant qu'on n'a pas formé de range, ça ne m'intéresse pas. Et puis, si jamais on fait un V-bottom ici et qu'on réintègre la zone de range ici, clairement, c'est terminé. Je sortirai le reste de mes trades spéculatifs. J'aurai au moins remboursé les mois de tentatives
sur Apple et un petit gain bonus qui me permettra de toute façon d'avoir un matelas confortable pour recommencer la prochaine fois au prochain sommet. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, Apple, la structure de prix est extrêmement dangereuse. Je ne fais que vendre cette valeur, interdiction formelle pour ma part, de jouer quelconque achat ici. Maintenant, je pense qu'un petit rebond peut se mettre en place sur les indices et que très clairement, c'est Apple qui sera fer de lance de ce rebond. En tout cas, il ne faut pas qu'Apple casse son support. C'est la cassure du support d'Apple qui, à mon avis, déclenchera probablement la prochaine vague de panique baissière. Mais moi, je la vois difficilement tenir bien au-delà de ça. Voilà. De toute façon, 5 février, c'est maximum la date à laquelle on sera déjà, je pense, sous cette oblique-là. Voilà, c'est-à-dire plus prochaine publication des résultats, plus on va s'en rapprocher, plus on va s'attendre de toute façon à de mauvais chiffres. Là, de toute façon, le news flow est carrément négatif chez Apple, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller acheter, mais bon, c'est comme ça. Allez, on passe sur les autres actifs. Donc Gold, comme d'hab, voilà, ça tient le support. Tout le monde se dit non, c'est la catastrophe. Moi, je ne voyais pas de catastrophe du tout. Tout dépend maintenant de la velléité sur le dollar. Donc l'USD Yen se casse la gueule comme escompté. Donc c'est le dollar qui nous fout la paix aujourd'hui. Et heureusement, donc la clôture d'hier, on se garde le suspense. Donc aujourd'hui, on décide. On va aller regarder les catalyseurs d'hier. Alors, les ventes au détail sont en hausse, ok, donc c'est toujours en faveur de l'inflation, ça, normalement. Ah oui, la salve de GBP, putain, c'est moche. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Ouais. Non, GBP, tu m'étonnes, ça donne pas envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc oui, des ventes au détail plutôt haussières, donc toujours pareil. Annualisé, ça donne quoi? Ils nous font pas les ventes au détail annualisées là? Oh, ils font chier. Ok, bon, tant pis. Et les stocks de pétrole? Ok, bon, ça, forcément, ça fait baisser encore. Ok, donc c'est peut-être plus ce qu'a pu dire Powell, qui a pu faire bouger un peu le marché, mais bon, on voit que c'est pas cataclysmique. Le dollar est donc en train d'essayer de travailler sa zone. Et évidemment, il faut essayer de pricer. En ce moment, j'ai l'impression qu'on price plus l'euro que le dollar, mais j'attends le moment où on va avoir un peu un news flow plus contrasté sur le dollar pour pouvoir enfin être tranquille. Donc ici, on a 2 indicateurs sur les 3 à la baisse. Non, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Je préfère pas, je vous ai déjà assez teasé sur les indicateurs que vous n'avez pas pour l'instant. Donc je vous les mets, j'espère aujourd'hui, mais je crois que mon fiston est un peu malade, je m'attends à recevoir un coup de fil de la crèche à tout instant. Si c'est le cas, je suis désolé, mais c'est vraiment, ça ne dépend pas de moi, mais vous les aurez probablement pas aujourd'hui non plus. Si jamais il n'y a pas de souci, j'essaie de m'en occuper cet après-midi. Tout est à peu près bouclé. Voilà. La UDNZD, mon prochain pote qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il nous fait la UDNZD? Alors, oh mon Dieu. Comme quoi, il faut jamais rien dire sur la UDNZD. Donc hier, grosse mèche haute, mais au moins aujourd'hui, on essaie de se reprendre. Quelle est la structure de prix en intraday? Ok, donc on n'arrivera jamais à créer le différentiel sur AUD-NZD, c'est incroyable. À chaque fois que le marché décale sur une statistique, que c'est AUD, voilà, c'est toujours pareil, les statistiques AUD, elles sont systématiquement retracées intégralement. Les statistiques NZD, jamais par contre. Quand d'un coup ça décale au sud, on accélère. Donc toujours la volonté de ce marché un peu spécial, parce que pour moi la direction quand même reste haussière là-dessus. Mais voilà, cette remise en doute constante, on n'arrive pas à créer le différentiel haussier, c'est dingue, ça aurait dû normalement trouver un support ici, c'est-à-dire qu'à la même réciproque avec une bonne news NZD, on aurait enfoncé des supports et on ne se serait pas trop posé de questions. Donc bref, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça, là c'est le NZD qui déclenche, et bam, ça déclenche, et par contre on retrace très peu les mouvements. Donc on va voir tout ça. Moi je pense qu'il faut digérer dans cette zone un petit moment, c'est-à-dire support, résistance, et tant qu'on ne franchit pas une de ces deux bornes, je ne vois pas de raison de s'extasier plus que de raison. Donc je dirais, voilà, il faut accéder à cette zone de volume supérieure, pour que pour ma part, il y ait un sentiment un peu plus haussier qui émerge. Par contre, t'es gentil mon coco. Ouais, voilà, je mets un SMS. Et je dirais, tant qu'on ne revient pas casser le bottom, c'est la même chose, ça m'intéresse que très peu. Ok. Next, donc, qu'est-ce qui m'intéresse d'autre? On va aller regarder les indices américains juste derrière. Ok. Alors, General Electric, bon, là, l'antagonie continue quand même.
Mais alors, j'ai creusé un peu plus pour voir donc quelles pouvaient être les raisons de cet acharnement un peu vendeur. C'est tout simplement, en fait, c'est les junk bonds qui font paniquer complètement General Electric. C'est-à-dire que comme les junks sont en train de travailler des niveaux assez inquiétants, voilà, et la culture est assez franche, c'est-à-dire que là, la dette corporate, elle est plutôt dans la merde, en fait. Et il y a certains investisseurs. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que je connais ces mécaniques-là et que je sais qu'elles sont un peu... voilà. Le news flow qu'il y a pour l'instant sur General Electric, c'est un news flow de spéculateurs. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je sais pas, voilà, je suis pas dans les petits carnets de ces gens-là pour savoir tout ça, mais tout simplement, dans l'activité que je vois, je sens plus des mecs qui veulent acheter à très bas prix en fait et qui font baisser, c'est-à-dire qu'ils font un news flow extrêmement négatif, genre il faut vendre votre General Electric, ça va pas, voilà, la dette ils sont surendettés, la dette pourrait être dégradée en junk et puis alors là, ça serait serait l'horreur parce que derrière pour se refinancer, ça leur coûterait encore plus cher. Enfin bref, le cercle vicieux tout noir. Que moi j'ai beaucoup de mal. Voilà. C'est-à-dire quand le news flow est très fortement orienté uniquement baissier, alors qu'en fait il y a des bonnes nouvelles. Moi je trouve ça bien en fait ce que fait le nouveau PDG de General Electric. Justement, il dit la première des choses c'est de s'occuper de la dette. Et pour ça, on va vendre des actifs pour pouvoir refinancer la dette. Et effectivement, moi je trouve ça bien parce que c'est une vision un peu plus long terme. On va s'attaquer aux vrais problèmes de General Electric. Mais comme ça ne plaît pas aux investisseurs à court terme, j'ai l'impression que voilà, moi ça sent plutôt le fonds qui veut acheter du General Electric. Les gros fonds, là je parle, des gros, ceux qui peuvent influer sur les prix. Qui font quoi qui tout simplement n'achètent pas dans un marché avec un news flow baissier. En fait, ils attendent les prix qui les intéressent probablement. Par contre, quand on va les trouver, je m'attends à ce que ça charcute violemment sur General Electric. Donc je vais dire pour le moment, j'attends en fait que la smart money trouve le prix qu'elle a envie de payer. Puis quand elle va payer, je vous garantis, ça va être carnage. Hein. Mais ce sera V-shape, quoi. C'est-à-dire que derrière, on va remonter en 2 jours, il n'y aura plus du tout de liquidité. Ils vont complètement tout assécher. Hein. Voilà. Donc j'attends cette structure-là. Voilà, la formation du boum, d'un coup ils achètent et puis c'est fini. Et puis on se rend compte que ça y est, on a des prix attractifs et qu'on a trouvé le plancher sur General Electric. Pour moi, ça va pas tarder. Hein, c'est-à-dire que je vois effectivement ici les zones en cassure, là, 7,61. Je pense qu'ils vont essayer de basculer là-dessous, mais que c'est dans cette portion de prix, là, on va dire entre 7,20 et 6 qui vont essayer d'acheter. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Et pour ma part, buy and hold. Donc tout ce qu'ils font, je m'en branle. Tout ce qui m'importe, c'est que j'ai payé des prix pas très moyens, hein, voilà, vers la zone des 11-12 là, des prix très très moyens, et que de toute façon, je pense qu'on ira chercher, tout comme on fait volatilité baissière, on ira chercher, je pense, cette zone de cassure, 16,50, et moi je vise donc toujours les 17 qui se trouvent juste au-dessus, et que je pense qu'on pourra atteindre sans grand de peine. What else? Voilà, alors de ce que je vois, j'ai toujours des reflets, hein, c'est extrêmement chiant, mais alors de ce que je vois, voilà, donc l'USD Yen aussi, je vais attendre de voir que celui-là nous valide bien là. J'aimerais bien qu'on fasse un avalement baissier cette semaine, ce serait cool, parce qu'on a quand même cassé le plus haut, donc si on ne le fait pas cette semaine, je veux que la semaine prochaine soit avalement baissier, hein, mais là je veux vraiment qu'on sorte de cette zone-là, tout simplement qu'on marque bien cette résistance-là, une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus de cette connerie-là, parce que voilà. Hein, donc ça, on le vend. Derrière, game over pour le dollar. Ils nous foutent la paix. Tout simplement, voilà, quel était le schéma de l'année 2018, comme d'hab, hein, pragmatique, à preuve à la pluie, annoncé dès le début 2018. Pour moi, installation des ranges qui précéderont le renversement de toutes les tendances majeures à l'avenir, éventuellement, et dans un second temps. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les renversements, je traitais juste les sommets des ranges. Et il faudra évidemment acheter les bottoms, c'est-à-dire que au bout d'un moment, moi je pense quand on aura trouvé les bas de range confirmés des indices américains, et pour l'instant je pense malheureusement que c'est pas encore gagné cette histoire-là, à cause d'Apple, je pense qu'on risque d'aller un peu plus bas, mais en tout cas moi à ce stade-là je suis plus en train de vendre agressivement les indices américains. Et voilà, donc les indices américains, probablement c'est fait, mais il reste toujours pour moi le problème de VXN qui a une marge de progression au-dessus de son sommet récent, qui peut avancer encore sur une phase épidermique, et je pense qu'elle arrivera. Il nous reste un range gold, je pense que c'est fait, et il nous reste range euro, dollar, GBP et range du yen. Je pense que le yen c'est terminé également, c'est-à-dire que si je prends JXY, je pense que c'est bon, c'est fini, on a le bottom, ils vont arrêter de nous casser les burnes, et tout simplement sur cette zone-là, voilà, terminé, on a fait le travail de 2018, la résistance ici, franchement, elle était impossible à trouver, hein, voilà. Moi je ne comprends pas pourquoi le marché ici s'est brutalement renversé, et avec une structure comme ça, absolument impossible à traiter,
Parce qu'en fait, il y avait zéro retracement. Vous voyez, c'était là, ça monte. Et vous voyez, normalement, le marché, ici, il vient, il prépare sa vague 1, puis il consolide en vague 2 et il vous permet de vendre. Là, que dalle, il a piégé tout le monde. Ici, impossible de retrouver le yen haussier. Et puis les retracements, les niveaux de retracement étaient toujours très très faibles. Donc c'était vraiment le truc piège à con. Et par contre, vous voyez que dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, ça retrace, parce que ça arrange bien, ça arrange bien Wall Street, en fait, que le yen ne soit pas brutalement recherché à l'achat maintenant. Mais par contre, je pense que ça, là, ça risque de retracer très peu. Voilà, attendez-vous à ce que maintenant on fasse la même chose dans l'autre sens avec une structure toujours plus rapide. Dans un range, quand le range est identifié, on va très rapidement et de plus en plus rapidement d'une borne à l'autre. D'accord ? Parce que cette fois, les traders vont l'avoir identifié. Vous voyez bien la borne basse ici, hein, c'est-à-dire on vient chercher le canal, hop, on casse, mais on n'arrive pas à installer la tendance. Donc théoriquement, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire très rapidement venir chercher la borne haute du canal baissier, la démonter, et puis très simplement, après je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Est-ce qu'on arrivera à aller plus haut ici sur le yen, ou est-ce qu'on va bloquer plus bas que le précédent sommet? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pour ma part, ici, on échoue sur le support, et que on a un schéma ascendant. Donc j'aurais tendance à penser qu'on peut aller un peu plus haut que ce sommet-là sur le yen. Mais voilà, moi évidemment, là où je vais récupérer un peu de directionnel, c'est l'achat bas de range et les prises de bénéfices dans la partie haut de range. Mais je pense que le yen, le bottom, est en train d'être fait. L'euro, pour moi, même chose. Là, effectivement, à court terme, on est un peu impacté par ces emmerdes sur l'Italie, mais je pense que ça va se régler sans trop de problèmes. Mais maintenant, on a le Brexit qui revient, donc forcément, tant que le news flow est négatif, même en bas de range, le marché essaie de casser. Maintenant, je ne pense pas, sincèrement, qu'on puisse aller bien loin sur la partie euro et même la partie GBP, tout simplement parce que le pot dollar va probablement se taper un news flow négatif bientôt, et tout simplement, lui aussi, comme ses potes, il va se taper son sommet de range. Et à mon avis, voilà, le sommet de range, on l'a fait, mais ça, c'est un peu un excès qui est dû justement aux aléas qu'on connaît actuellement en zone euro et qui donc pénalise un petit peu notre zone économique. Mais je pense très sincèrement qu'au bout d'un moment, on va retrouver d'un coup un news flow négatif. Tout le monde va identifier cette zone-là et évidemment, beaucoup vont l'acheter et ce sera l'erreur à ne pas faire puisque je pense qu'ici, on va tout simplement reporter tout ça à la baisse. C'est-à-dire que je pense que sur la partie dollar, il faudra viser à peu près cette zone-là, c'est-à-dire le bas de canal et le casser. Comme on est dans un range, l'objectif, tout comme ici, c'est vraiment pour ma part de faire ça, quoi. Tac, on vient là. Et tiens, je vais reprendre ce schéma-là, ça qui était bien. Hop, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Direction bas de range, et ici, on sécurise, et après, on voit. Voilà. Après, on oscille dans le range, et là, ce sera les moments où moi, pour ma part, je ne prendrai plus ces trades. Les seuls swings qu'il y avait à faire sur 2018-2019, et là, sur la fin 2018, c'est très très long, mais je pense que la fin 2018, début 2019, c'est ça le prochain et le dernier swing qui reste à faire pour ma part, la baisse du dollar et la reprise haussière, donc euro et GBP et yen face à ça. Et puis après, on voit. Voilà. Après, on retrace un peu, et puis si c'est la merde et que fin 2019, on va vers un crack, tout simplement, voilà, ça fera une reprise haussière dans le range, ici, qui sera neutre. Celle-là, je ne la traderai pas. Mais derrière, c'est soit on refait une structure de baisse, et là, évidemment, le dollar va devenir très, très, très baissier. Et là, ça va être vraiment carnage à bord. Hein. C'est vraiment la reprise mensuelle baissière du DXY. C'est-à-dire, à terme, là, on se pètera une bonne grosse récession avec grosse dévaluation du dollar. C'est à voir, hein, voilà. Mais pour moi, le schéma, c'est celui-là. OK ? Voilà pour les parties swing. Maintenant, on va faire un peu d'intraday, puisque on a une demi-heure d'intro swing aujourd'hui, c'est un peu long, j'en conçois, mais on va faire comme ça. Voilà. Donc, on va se faire ça sur. Allez, on va regarder Daxu, puisque je sais que vous l'aimez beaucoup en général, mon pote Daxu. Donc, allez, on va faire comme d'hab. Donc, premier truc qu'on fait, moi je regarde toujours le cash d'abord en daily pour regarder s'il y a des structures de prix intéressantes. Ok, donc effectivement, un petit canal de baisse, le truc classique, hein, voilà, on le voit bien, je salue Rod au passage. Voilà, donc le petit canal de baisse, ça oscille là-dedans, ok, rien de bien méchant. Pour moi, on n'est pas sur des prix intéressants à trader en daily, c'est-à-dire que là, il faut faire attention, ça risque d'être volatile au sein de ce canal. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt la sortie haussière des canaux qui vont se faire là, ici. C'est-à-dire ça tergiverse et boum, normalement on vient ici, on vient casser le sentiment baissier. C'est ce que j'aurais tendance à penser, parce que ça pour moi, ça me semble difficilement suffisant comme structure consolidante. Puis là, ça fait quand même un bon moment qu'on est enfermé dans cette structure de baisse. En nombre de jours, ça fait quand même 137 jours
en temps, 98 journées de trading. Mais voilà, 137 jours, ça fait quand même un bon moment maintenant. Donc depuis juillet, on est dans ce mouvement consolidant. Et même, j'ai envie de dire, voilà, en fait, les sommets qui ont précédé ce truc-là, c'était donc les sommets de l'été. Je pense que sincèrement, on arrive sur des étapes de maturité qui correspondent plus à des vagues 4 ici. C'est-à-dire que je pense qu'on peut revenir chercher cette résistance, peut-être revenir chercher cet ancien support. Mais en tout cas, il me semble que voilà, ces zones-là, je pense qu'on peut aller les revisiter. Donc, dans la dynamique ici, moi je traderais plutôt du range, mais range haussier. C'est-à-dire que je préférerais mettre un peu moins d'exposition sur les ventes en haut de range que celles que je pourrais mettre en achat bas de range. Mais on va jouer range, hein, c'est-à-dire la phase de consolidation, mais normalement, la prochaine structure, pour moi, c'est impulsion haussière. Voilà. On va se passer en intraday. Ok, on borne le marché 15 minutes. D'accord. On va remettre le canal pour l'avoir. Hop. Donc là, normalement, hop, 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 voilà, la structure en canal. Alors, je ne sais pas si on la voit bien là. Pourquoi il ne me la dessine pas en daily, ce cochon? Ok, alors lui, moi je l'aurais ancré sur celui-là, donc les 11 655. Donc on va plutôt ancrer le sommet ici. Bon, ça ne change pas fondamentalement le truc non plus. Hein, voilà. Donc on est bien ici sur le bas de canal. Ah oui, ça a réagi au point près. C'est vrai que c'est costaud comme truc. Hein. Bon. Ok, voilà. Donc bas de canal. Moi je dirais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour l'instant. Ok. Hop, hop, hop. Bon, si vous voulez le tracer, après moi, je veux dire, maintenant moi je m'en fous. Hein, je suis passé en mode vraiment, j'utilise les outils. Hein, je ne vais pas me tortiller les fesses. Donc voilà, moi c'est soit on retourne ici chercher les soutiens, des bas de canaux, mais ça me paraît peu probable. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui on va se contenter d'aller d'abord chercher le haut, consolider, puis casser. Donc je dirais voilà, aller chercher ça, là, le petit canal, le renverser. Les prochains mouvements les plus probables pour moi seraient vraiment ça, voilà, tac, consolidation avec un petit retracement, je sais pas, 38, 50, 61%, peu importe. Et puis un deuxième mouvement de hausse pour une vague 3. En gros, là, on ferait pour moi une vague 1, on préparerait une vague 2 derrière, pardon, et à la suite, donc vague 3, 4, 5, et on vient donc chercher les zones qu'on a identifiées en daily. Mais donc en intraday, pour borner cette journée, je pense qu'on va rester quand même aujourd'hui sur une journée de range, un vendredi, hein, je pense qu'on ne va pas spécialement se mouiller. Donc aujourd'hui, pas viser trop loin. Je dirais qu'en résistance, je ne vendrai pas la résistance, mais par contre, si elle résiste un coup, et j'essaierai de jouer un achat sur les supports derrière, en retracement de la fin de cette vague-là. Ok ? Donc bah là, comment gérer ce truc ? Je pense qu'il faut basculer en 2 minutes pour être tranquille ici. Je vais mettre des alertes en fait, parce que là on n'est pas sur des prix intéressants. Donc en fait, comme là, il n'y a rien à faire pour l'instant, là il est 10 heures, hein, c'est-à-dire qu'en fait, bah là c'était soit t'acheter un peu ce matin, t'essayer de tirer cette vague-là, et à ce stade-là, t'es break-even. Moi, là, pour moi, mis à part le trade à 9h30, là, je ne vois rien d'autre à faire. Et encore, est-ce qu'il y avait un signal? Oui, il y avait un signal. Donc voilà, là, ce matin, il y avait un achat là en bas. Ceux qui l'ont pris, bah, moi, je pense oui, c'est break-even. Et puis, si ça retombe, bah, voilà, hein, ça retombe. Est-ce qu'on peut considérer déjà la phase de... Ah oui, peut-être. Voilà, dans le schéma héliotiste, ça pourrait faire la vague 1. On est en train de faire la vague 2. On l'a fait à plat, A, B, C. Et dans ce cas-là, peut-être essayer un prochain achat là, ici, sur le bas de canal. Dans ce cas-là, un truc comme ça, on vient là, peut-être on essaye de déclencher les stops et derrière, hop. Donc à voir, mais en tout cas, moi sur cette zone support, il y a peut-être un petit achat à jouer éventuellement. Alors il n'est pas très safe, hein. Il est vraiment pas safe. Moi, honnêtement, à la limite, je dirais j'attends que le marché valide un bottom ici. Soit il me met un vrai beau signal avec les 3 indicateurs là. Et dans ce cas-là, peut-être un petit trade, mais ce sera vraiment petit levier ici. Et par contre, j'aimerais bien voilà, qu'on forme un creux ici et qu'on se redirige une nouvelle fois vers la résistance pour jouer la cassure et en fait le report dans la prochaine vague éventuellement qui pourrait casser. Voilà, à voir. Mais ça, je pense que ce sera plutôt pour cet après-midi. Ok, donc plutôt en rythme de marché, peut-être un truc comme ça, moi je dirais. On vient là, on accélère ici, on piège les cons, mais on retrouve un support ici et derrière on y va. Voilà. Mais pour ça, j'aimerais avoir il faudrait quand même j'aimerais qu'on monte un petit peu quand même. Mais bon, voilà. On va mettre mes Fibos quand même pour l'instant, à condition de valider ça. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, est-ce que le marché semble trader les retracements? Pas plus que ça. Hein. Parce que le DAX, c'est quand même un marché très robotisé. Ah oui, par contre, il faut que je fasse le boulot comme il faut, sinon c'est n'importe quoi. Ah oui, voilà. Non, si. Donc là, les robots
travaille les fibos, il n'y a rien à dire, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que ce matin, ça soutient du 23%. Voilà, donc là ce matin pour l'instant ça rachète le 23%. Est-ce qu'on va essayer de taper le 38? Ça me paraît pas impossible, hein. Ça me paraît pas impossible. En l'état, je pense que la structure de consolidation me semble immature. Je n'aurais pas acheté ce creux-là en l'état, ou alors vraiment voilà, pour tenter de soutenir, mais c'est probablement le prochain achat moi qui me semble plus judicieux à réaliser. Donc je dirais attendre une petite rechute, voir si on bute une nouvelle fois sur le 23% et qu'on casse la résistance, je suis prêt à payer. Si on vient chercher 38 et qu'ensuite on attaque la résistance, même chose. Après, il ne faudra pas attendre un énorme directionnel, hein, mais je pense qu'on sera mature pour une deuxième vague de hausse, assez impulsive en fait, qui ira déjà casser au moins ce canal baissier. D'accord? Donc moi c'est vraiment dans ce sens-là que je vois ça. Plutôt favoriser des petits achats, mais plutôt sur les retracements de niveau inférieur. Pour vous donner les prix, pour ceux qui écoutent simplement à l'audio, plutôt du 374, et je veux absolument un signal pour acheter en spéculatif. Si ça ne paye pas spéculatif, j'attendrai qu'on forme un creux et dans ce cas-là, peut-être jouer à terme cet après-midi pour la séance américaine, une cassure de la résistance pour essayer de terminer la semaine pas trop mal. D'un point de vue hebdo, ça nous ferait quoi? Ouais, voilà, essayer de terminer la semaine au-dessus. Ouais, ça ferait hop, hop, hop. Et là, essayer de donner un petit sentiment positif pour essayer d'aller clôturer la semaine à 700, 750. Voilà. Si on peut essayer de faire ça, terminer à 750, ça fait loin quand même en hebdo. Hein. Ah, c'est pas impossible. Hein. Après, le DAX est totalement capable de nous faire ça. Il suffit qu'Apple arrache les résistances. Ah oui, non, bon, ça fait quand même 3% de hausse. Non, c'est pas possible. Pas possible en hebdo. Mais au moins aller casser le plus haut de la semaine passée. Donc je dirais dans ce cas-là, essayer d'aller clôturer par là. Ouais. Ça fait 600. Ça fait quand même beaucoup, hein, putain. Il y a un bon chemin à faire. En même temps, on a cassé le plus bas de la semaine passée. Hein. Donc ouais, je dirais peut-être essayer de sauver les meubles. Essayer au moins d'avoir une mèche basse. Et c'est compliqué à trader. Alors on va dire, bon, en tout cas, la zone médiane, là où il y a du volume, où on peut essayer de terminer la semaine, donc c'est le plus haut de la semaine, ou vers le plus haut de cette semaine, vers les 567, et dans ce cas-là, on laissera tout le mystère pour la semaine prochaine. Donc je vais noter ça, 567, donc voilà, par là, effectivement, direction le haut de canal. Dans cette zone-là, évidemment, il faut carrément commencer à se sécuriser. Donc je dirais, les TP Max aujourd'hui en intraday, il faut encaisser par là, hein, c'est là où il y a du volume. Essayer de récupérer un peu. Voilà, le point haut de la semaine est là, donc je dirais voilà, vers la zone 550. Peut-être essayer, voilà, mais par là, à partir de là, il faut commencer sérieusement à se calmer sur les achats. On fait de l'intraday, hein, voilà. Je pense que ceux qui achètent intraday, ici, il faut encaisser si on y est aujourd'hui. Peut-être garder un petit solde swing éventuellement pour la semaine prochaine. Mais moi, je pense pas qu'il faut non plus passer euphorique sur les indices, tout comme le Nasdaq. Hein, je pense tout simplement, voilà, là, on peut consolider un peu cet après-midi, et puis essayer du coup de pousser pour terminer la semaine de façon positive, essayer de reprendre ce niveau-là en hebdomadaire sur le Nasdaq. Mais je pense que dans tous les cas, hein, pour moi, la semaine prochaine, c'est ça, c'est consolidation dans cette zone-là. Et ça travaille cette zone, mais je ne pense pas qu'on cassera cette résistance-là non plus. C'est-à-dire, je ne pense pas que le Nasdaq puisse réellement inverser ces mouvements baissiers. Voilà, je pense qu'au contraire, ici, on va former un triangle ou un truc comme ça. Le triangle est assez classique hein, dans les marchés qui craquent, parce que ça montre en fait que ces prix-là ne sont pas très très acceptés. Et que en fait ils intéressent personne ces prix-là et qu'on a envie de décaler soit à l'achat soit à la vente. Mais voilà, moi ce que j'aimerais voir c'est vraiment ça, hein, les volumes qui s'affaiblissent ici, la formation d'un triangle, ça sera très très bon signe ça pour des reprises baissières dans les semaines qui viendront éventuellement, pour essayer derrière de jouer une petite remontada après en fin d'année. Hein. Je reste persuadé que dans tous les cas, on ne va pas faire une fin d'année cataclysmique non plus. Mais voyez peut-être un truc comme ça, où jusqu'à fin novembre, là, on consolide, début décembre, boum, gros cataclysme, on remet un coup sur toutes les têtes, et puis on remonte en décembre, revenir clôturer par là pour le Nasdaq. En fait, vous voyez, un truc comme ça, là, boum, là, on défonce tout, c'est Apple qui s'écroule, mais on remonte très très vite. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? On forme le bas de range, on le trouve, on vient chercher ça à la 5007, tout le monde sera en panique sur le Nasdaq s'il y a un truc pareil, et derrière on remonte assez vite pour terminer l'année, voilà, par là, quoi, proche des cours d'ouverture en fait. Hein.
Puisque je pense qu'en fait, je l'avais dit moi, depuis le 1er janvier, je pense qu'on fera des dojis cette année. Des dojis ou en tout cas on fera des structures de range, pas des bougies directionnelles, et tout le monde pensait ça. Donc voilà, vous prenez 31 décembre, c'était là, et je pense qu'on clôturera par là, quoi, proche de cette zone-là. Et ça m'étonnerait sincèrement que le Nasdaq clôture là. Hein. Voilà, ça m'étonnerait clairement parce que tout simplement, si vous regardez en annuel, pardon, voilà, on enlève toute analyse technique. Pour moi, le Nasdaq, il va se péter une grosse mèche haute, hein, c'est-à-dire vraiment, hop, il vient faire son doji, il vient reclôturer par là, lui, et l'année prochaine, boum, on lui met le carton plein et on commence à... Et on l'enfonce, mais comme il faut, le Nasdaq, quoi. Je pense que s'il y en a un qui doit se prendre une grosse cartouche, c'est celui-là, hein, voilà. Allez, question et on se laisse. Alors, que penses-tu de la façon dont Ripple a vécu le dump? Jeu de crypto semble découplé à l'avantage du XRP. Ah, on va voir. C'est vrai que j'ai pas regardé XRP. Pas bien. Alors, qu'est-ce qui nous fait Ripple? Ah ouais, il tient pas mal, hein, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Après, bon, moi, comme je l'ai dit, Ripple, je vais pas surinterpréter le truc. Hein. Pour ma part, en tout cas, j'ai des Ripple gratos aujourd'hui et je cherche pas trop à réfléchir. J'ai pas envie de renforcer dans cette étape-là. Les renforts, pour moi, viendront après. Je veux d'abord être sûr que le domaine de la crypto en général retrouve de l'investissement. Et pour l'instant, non. Pour l'instant, je vois des spéculateurs. Et effectivement, c'est normal de voir des spéculateurs. Mais je veux les voir avoir raison avant de confirmer et de passer à l'étape suivante. Voilà. Donc les spéculateurs font comme d'habitude, ils font leur job, c'est-à-dire qu'ils anticipent, mais un spéculateur acceptera d'avoir tort, donc il a une gestion du risque précise, très précise même, et derrière je veux voir les investisseurs, c'est-à-dire après l'étape de spéculation, normalement on voit l'étape d'investissement, c'est celle-là que je veux voir. Quand je verrai de l'argent d'investisseurs un petit peu moins agressifs, un petit peu moins spéculatifs commencer à arriver dans ce marché, là je pourrais me dire c'est bon, on a un creux, et derrière effectivement remettre peut-être quelques billes sur Ripple, sur autres. J'ai vraiment envie de voir d'abord, moi pour l'instant c'est vraiment de la spéculation très hard que je fais sur ces marchés, et c'est tout ce que, voilà, c'est buy and hold, quoi. Mais j'achète des prix hautement spéculatifs, et je ne mettrai pas plus d'argent, si tu veux, dans les cryptos que ce que j'ai maintenant. Et qu'on soit d'accord, je n'investis que ce que j'ai raclé dans les phases de vente. Hein. Je n'ai pas mis un seul euro de ma poche dans les cryptos. Hein. Tout a été raclé sur les ventes de Bitcoin. C'est tout ce que j'ai gagné en vente Bitcoin qui est parti dans les achats des cryptos. Pour ETH et BTC, je m'aide avec la paire. Alors, TUSD, ETH, TUSD, BTC, ça donne des indications de tendance. Ok, oui, tu peux le faire sur ça, il n'y a pas de souci. Ok. Alors oui, mais ça, j'ai déjà répondu à cette question-là. C'est pas possible en fait, mais c'est pas possible dans la version. Alors par contre, ce que tu peux faire, parce que ça en fait vous ne pouvez pas le faire. Moi je peux le faire, c'est-à-dire que moi même après que l'indicateur ait été mis à jour, je peux choisir quelle version je veux afficher. Vous n'avez pas cette option-là. C'est-à-dire que vous, normalement, vous avez... si vous ajoutez l'indicateur sur votre graphique, c'est automatiquement la dernière version qui se met en place. Mais, et en fait, c'est là où c'est intéressant, et je l'ai vu, c'est que quand moi, en fait, je vous publie des idées, vous voyez, c'est-à-dire quand je publie une idée TradingView, vous pouvez faire, comme je vous avais montré, le copy. C'est-à-dire vous pouvez copier mon idée, copier ma template pour récupérer du coup les indicateurs. Et là, vous allez pouvoir récupérer la version que vous voulez. Donc ceux qui veulent, par exemple, des versions antérieures, vous me dites quelle version vous voulez après. Pour ceux qui, par exemple, si je fais la mise à jour, ça ne vous plaît pas, vous préfériez l'ancienne version de Momentum ou Dieu sait quoi. Si vous préférez revenir à l'ancienne version, vous me le dites. Je vous préparerai une template sur laquelle vous pourrez faire la copie du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà, c'est pour ça vous dire. En fait, aujourd'hui, tout est possible en termes de version. Par contre, ça ne peut pas être affiché effectivement là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas sur tes invites, ça ne peut pas être écrit ici, la version. Mais la version, elle est toujours écrite ici. C'est-à-dire que là, quand je vais vous faire la mise à jour, Momentum passera en 1.5. Et donc, en fait, ici, tu sauras sur quelle version tu es. D'accord? Quand je vous passerai tous en version 1.5, si tu n'as pas écrit 1.5 ici, tu fais tout simplement, tu supprimes l'indicateur, tu le rajoutes à nouveau, et normalement il passera en version 1.5. Vous
Voilà. Et si jamais il ne passe pas en version 1.5, de toute façon, moi, dès que je vais vous faire la mise à jour, je vous publierai du coup un nouveau graphique avec ces mises à jour et vous pourrez du coup aller copier ce graphique pour avoir les dernières versions. Mais normalement, TradingView fait son job à ce niveau-là et si vous supprimez l'indicateur et que vous le remettez, il va vous le remettre normalement en dernière version. Bon, je n'ai pas pu faire les versions américaines hier, je vais le faire aujourd'hui bien sûr. Pardon. Moi, j'ai pas eu de soucis. Hein. Hier, j'ai pris quelques trades à la con. Et comme j'étais crevé, moi, j'ai fait Mumus du coup sur le compte Active Trades et pas sur le compte IG. Mais j'ai eu aucun problème d'exécution d'ordre hier. Hein. Voilà. Alors, NZD-USD, un bear flag. On vient de faire le point B, achat sur retracement. Alors, tu me dis achat d'un bear flag. D'accord, alors déjà il faudra qu'on parle de la même chose. Mais NZD-USD Weekly, voyons ça. NZD-USD en hebdo. Alors non, moi je vois juste effectivement un gros gros double top et un pullback sur l'ancien plus bas. Donc ici pour moi c'est bien bear, hein. C'est bien une zone où on va travailler quelques semaines, on va attendre que ce canal vienne nous dire bonjour. Tu vois, un peu d'action à la con là, peut-être tenter une petite mèche, mais je pense qu'on aura du mal à installer des clôtures là-dedans. Et derrière, boum, et on vient chercher le plus bas ici. Et je pense que là, et c'est là que normalement notre pote NZD, notre AUD NZD va faire du monde, c'est que je pense qu'ici on ira plus bas. Parce que regardez la pression en fait. Il y a bien la structure double top, c'est même un triple top ici. Mais c'est surtout que quand tu vois la grosse phase de baisse qu'il y a là, et celle-là, je pense qu'ici en fait, le NZD va retracer un peu. C'est-à-dire il va essayer de nous faire le coup justement du double bottom, mais je pense qu'on va travailler un moment ici et qu'à terme en fait celle-là va continuer là où l'AUD ne pourra pas faire la même chose. C'est-à-dire que là effectivement on va loin, hein, mais je vous ai dit là, pour moi le scénario AUD NZD c'est un truc plurimensuel, pluriannuel même, c'est vraiment un scénario qui va mettre plusieurs années à se développer et je pense par contre qu'à terme pardon, je pense qu'à terme, voilà, tu vois, pour moi la structure ici n'est pas la même. Mais vraiment pas la même, parce que je pense qu'on va effectivement casser ici aussi sur l'AUD. C'est-à-dire que tu vois, l'AUD, je pense même chose, hein, mais je pense que là, à court terme, l'AUD, il va revenir. Tu vois, lui, il a un potentiel haussier que n'a pas le NZD. Parce que le NZD, il est déjà plafonné là. Il est déjà sous la résistance. Je pense qu'après, les deux vont baisser, tu vois, revenir chercher ce bottom. Mais quand les deux vont baisser, je pense que l'AUD trouvera très rapidement un support que n'aura pas le NZD. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ici, pour moi, le range, c'est ça pour l'AUD NZD. Hein, tu vois, après, à long terme, on va s'installer un peu ici. Mais la différence, c'est que notre pote NZD-USD, lui, n'aura pas ce support dessous. Non. Hein, voilà. Moi, je pense tout simplement que, tu vois, là où l'AUD a un support évident en cassure de ce truc-là, le NZD n'a rien du tout. Et ici, ce sera un couteau qui tombe, le NZD, en recherche d'un support, là où l'AUD aura très peu de vendeurs, en fait. Par rapport au dollar notamment. Et je pense que c'est surtout, en plus justement, à mon avis, c'est surtout le dollar qui va catalyser la décorrélation AUD-NZD. C'est-à-dire que le moment où le dollar va devenir baissier, d'accord, on va rechercher des valeurs face au dollar. Évidemment, je pense que dans tous les cas, les dollars australiens et néo-zélandais vont chuter, hein, également avec le dollar, et même plus fort que le dollar, mais de façon différente. Voilà. Et je pense que c'est effectivement la chute du dollar américain qui va catalyser ces décorrélations dans le mouvement long terme. Donc c'est vraiment, là, le mouvement tendanciel à UD-NZD ne viendra probablement qu'à la fin de l'année prochaine, éventuellement, si on va vers une récession et qu'il y a une grosse tension sur le dollar, une grosse pression baissière sur le dollar, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si celle-là, elle n'arrive même pas, il y aura peut-être d'autres raisons pour déclencher à UD-NZD, mais je pense que le prochain énorme swing Forex, c'est fin de l'année prochaine. Et entre les deux, il n'y aura que dalle à faire. Mais vraiment rien du tout à faire. Mais normalement, comme là, on joue des ranges, d'accord, comprenez bien le principe, toujours des ranges sur les devises. Pour moi, la UD-NZD, il n'avait pas besoin de revenir chercher ce bas de range, mais il le fait. Il le fait soit. Et je pense que, de toute façon, on finira l'année prochaine. Enfin, on va finir. Le swing du dollar, là, va nous ramener la UD-NZD par là. Voilà. Et après, on consolide un peu et on voit effectivement si le dollar s'écroule. Et dans ce cas-là, on partira sur une tendance. Un schéma, du coup, je vais reschématiser le truc. En termes de cycle, hein, comme d'habitude, quand j'utilise ce truc-là, c'est pas pour dire le marché va faire ça. C'est
de manière cyclique, voilà les cycles avec la psychologie qui va avec que j'aimerais voir. J'aimerais voir le marché faire ça là, tu vois. Hop, on franchit la résistance, mais on arrive dans le canal ici, on travaille la zone, d'accord. Ici, on consolide un bon gros coup, ok. Les phases de range de 2019 et si ça queen, voilà, derrière la grosse phase de tendance. Okay, même chose que sur le dollar en fait. Là, le mouvement baissier du dollar catalyse notre AUDNZD et réinverse la corrélation AUDNZD. On chute pendant quelques mois sur le dollar qui revient chercher son bas de range. Ça nous ramène l'AUDNZD sur sa résistance là. Qu'il la franchisse ou qu'il ne la franchisse pas, j'en sais rien. Mais s'en suivra normalement une phase d'oscillation, probablement à plat et assez faiblement retraçante. La vraie mise en différence et la vraie formation du rounding bottom et la validation du du diamant. Diamant qui aura quand même pris 5 ans pour, 4 ans pour sortir du diamant, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. 5 ans pour le former et 4 ans de phase de compression, c'est un truc de dingue. Bref, voilà. Donc le jour où on en sort derrière, je pense qu'après là, ce sera la phase, mais gros gains. Et effectivement, normalement, je pense que c'est là les prochains gros swings Forex. Mi-fin 2019, en tout cas été 2019, ce sera clairement le moment de refaire des gros swings pluriannuels sur les Forex. Et probablement, donc, entre-temps, pas grand-chose à faire, si ce n'est pour moi vendre le dollar et acheter la UDNZD. Ce sont donc toujours mes scénarios à favoriser pour l'instant. Allez, question suivante. Que penses-tu de tes centaines de milliers de BTC? Bien sûr. OTC qui à présent servent à dump, les institutions n'ont pas intérêt à lancer des mouvements vers le bas pour déclencher un panic sell. Oui, totalement, c'est possible. Ça faisait partie des fins potentielles du crack. On a dit la fin potentielle du crack, c'est deux façons. Soit on tue la spéculation par un anéantissement de la volatilité et de la liquidité, soit tout simplement on fait un rect et pour sortir les spéculateurs, on vend et puis on achète leurs pertes. Voilà. Aurais-tu des tips pour ceux qui, comme moi, ont du mal à conserver les trades gagnants? Je fais de l'intraday sur le DAX en suivant ta stratégie, ça va super, mais par contre, j'ai beaucoup de mal à garder une position dès qu'elle dépasse les 30 pips. Alors là, le problème, c'est que c'était pas la stratégie, le problème, c'est la psychologie. Et ça, malheureusement, la stratégie est là pour aider à ce que la psychologie soit plus supportable. Mais alors, on va décortiquer. Donc, je ne te connais pas, donc le problème c'est que dresser un profil psychologique, ou en tout cas les grandes lignes de ton profil psychologique en tant que trader, c'est-à-dire je m'en fous de savoir qui tu es dans la vie, je vais essayer de voir quels sont tes biais psychologiques qui pourront impacter ton trading. Donc je ne te connais pas, donc je vais faire dans les grandes lignes, c'est-à-dire je vais faire dans le statistique, ce qui concerne le plus de gens généralement, c'est la gestion du stress par rapport à l'inconnu. C'est-à-dire le besoin de contrôle. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est ce qui touche la plupart des gens. Le besoin de contrôler un truc qui est incontrôlable. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Voilà, je suis désolé de te le dire, mais si c'est ça que tu essayes de faire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le marché, ça ne marchera jamais. On ne comprend jamais le marché, même avec 10 ans de bouteille. Tout ce qu'on comprend par contre, c'est qu'on peut trouver un petit avantage statistique au milieu de la théorie du chaos. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça, c'est le boulot de la stratégie, mais il faut vraiment que tu acceptes de ne rien comprendre et que malheureusement, effectivement, on sait que ce biais naturel qu'ont tous les débutants, moi y compris, j'ai fait la même chose que toi, couper les gains parce que tu as peur que ça se transforme en une perte. Rationalise bien la chose. Voilà, toujours, avant d'appuyer sur un bouton, qu'est-ce qui motive la décision ? Est-ce que c'est un choix rationnel? Voilà, est-ce que tu as des TP sur ton graphique, tu es sous des résistances? Est-ce que tu as des signaux vendeurs alors que tu es en train d'acheter? Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord sur des encaissements, mais des encaissements partiels. Voilà, Nico, voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit exercice. Admettons, voilà, AUDNZD, tu l'achètes ici pour une raison X ou Y, et tu trouves un... Voilà, on va faire mieux que ça. Tu l'achètes ici, ton AUDNZD, ou peu importe, même si tu l'as acheté là, on s'en fout. Tu arrives là, tu commences à avoir des signaux vendeurs, voilà, exit et compagnie. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te fais la malle ou est-ce que tu encaisses un profit partiel? Moi je te dis, si tu te fais la malle, on n'est pas d'accord. Bon, après c'est exit ici, je prends un mauvais exemple. Mais le principe c'est de dire, voilà, quand tu commences à avoir des signaux un peu vendeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut retourner ta chemise et passer vendeur. Ça veut dire que si tu as choisi d'acheter, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Et elle est probablement plus forte que les éléments vendeurs qui vont pouvoir se positionner en face, si tu t'es pas planté.
Par contre, tu dois gérer ton risque. Par rapport à ce qu'on a dit juste avant, c'est la théorie du chaos. C'est-à-dire que si ça se trouve, toi t'achètes, mais c'est peut-être le signal vendeur qui va l'emporter. Et si c'est le cas, effectivement, il ne faut pas que tu perdes intégralement ton gain. C'est la raison pour laquelle on effectue des profits partiels. C'est ce qu'on appelle vraiment une gestion du risque et pas une sortie de position. C'est deux choses complètement opposées. Pour moi, la sortie de position, ça se fait quand on atteint un objectif ou quand le marché invalide le scénario, c'est-à-dire un stop loss. Mais si tu veux, moi je préfère avoir fait un TP 50% et me faire prendre un stop loss derrière, à break-even, ou même des fois en négatif, et reperdre tous mes gains. C'est-à-dire, tu sais, quand je paye mon stop, des fois je vais prendre un TP partiel, puis le marché va venir me chasser le stop, du coup j'ai rien gagné. J'ai rien gagné, mais si tu veux, la différence par rapport à toi, c'est que moi je préfère ne rien gagner que de limiter un trade qui marche. Voilà. Et en fait, statistiquement parlant, je te jure que c'est beaucoup plus rentable de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'erreur que tu commets, c'est d'avoir peur de la perte. Alors qu'en fait, la perte, on s'en branle. Voilà. Même, c'est pas grave. Moi, je traite toujours une zone de prix. Ce qui fait que si le marché décide de ne pas décoller sur la zone de prix que je veux, c'est-à-dire, tu vois, admettons, rappelle-toi à l'époque, la UDZD, c'était un enfer. J'achetais là, je me faisais défoncer. Je rachetais là, je me faisais défoncer. Je rachetais là, je me faisais défoncer. Ouais, mais je me faisais stopper 2, 3, 4 fois à chaque fois sur des break-even, sur des trucs comme ça. La fois où c'est passé, voilà. Si du coup, la fois où ça marche, ça décolle, ça vient là, et tu te dis ouais, mais je sens que ça va retomber une nouvelle fois, du coup j'encaisse tout ici, après non. Et puis du coup, tu te mets à devoir courir après les prix, puis la plupart du temps, en fait, tu prends plus tes trades, et tu rates le mouvement que tu escomptais depuis le début. Donc il ne faut vraiment pas faire ça. Moi je pense que gestion du risque partiel, ok. C'est-à-dire que si tu ne peux pas succomber à l'envie d'appuyer sur le bouton de vendre quand tu viens d'acheter et que tu arrives sous la première résistance et que tu as peur de perdre ton gain, fais un TP partiel, paye ton stop, et arrête. Voilà. Et tu laisses le reste de ton trade aller chercher un objectif. Voilà. Vraiment, la sortie d'un trade, c'est-à-dire le moment où tu passes d'acheteur à plus rien du tout, ça ne peut se faire pour moi que sur l'atteinte d'une target ou l'invalidation du trade, c'est-à-dire la cassure du support ou un truc comme ça. Voilà. Et c'est peut-être cette méthode-là. Et par contre, vraiment, dis-toi qu'à chaque fois, avant que tu appuies sur le bouton « Revendre ton achat » ou « Racheter ta vente », demande-toi toujours quelle est l'émotion, enfin quelle est pas l'émotion, mais quel est le processus de pensée qui t'a amené à vouloir appuyer sur le bouton. Si c'est parce que c'est la peur de perdre ton gain, tu sais que c'est une très mauvaise décision, mais si tu ne peux pas y résister, et au moins le processus de pensée de te dire je module, c'est-à-dire que tu prends une réaction, ta réaction est probablement trop brutale, trop extrême par rapport à la réalité de la décision à prendre. Et dans ce cas-là, prends peut-être la décision si tu ne peux pas t'en empêcher, mais prends une décision moins extrême. C'est-à-dire, au lieu de sortir toute la position, tu sors 50%. Et tu verras par toi-même qu'en faisant cet exercice plusieurs fois, statistiquement, tu gagnes plus à faire ça qu'à sortir ta position. Yes, I know about that. Alors ensuite... Je reviendrai à Aix à la fin de l'année. On se refera un truc en fin d'année. Oui, j'en avais pas grand-chose d'Ubisoft. Je l'avais pris parce que c'était un de vous qui m'en avait parlé et que effectivement j'avais trouvé ça pas inintéressant. Je la regarde même plus aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir l'encaisser quand même. Alors aujourd'hui, je pense que je vais l'encaisser parce que Nvidia, qui est quand même assez lié, qui a une certaine liaison par rapport à ce truc-là, bon voilà, on arrive sur les zones de toute façon qui étaient visées, c'est-à-dire qu'ici on arrive sur les premières zones support. Je pense que ça peut aller plus bas, mais je dirais qu'un premier encaissement n'est pas stupide ici. En plus, on est déjà survendu. On arrive sous la... Alors, je pense que les zones d'achat se trouvent un peu plus basses, donc je rachèterai pas nécessairement tout de suite, mais là clairement il y a un TP 50% à faire sur cette valeur, absolument. Voilà, là on arrive sur le canal de soutien de long terme. Il me semble normal ici que effectivement il y a un petit soutien acheteur. Voilà, là de toute façon vous avez les trois indicateurs d'un coup, je peux pas faire mieux. Là pour moi tu rachètes, mais comme tu es dans un squeeze, je n'irai pas nécessairement tout choper parce que je pense que ça peut continuer d'aller plus bas. Tu vois, ça va squeezer à la baisse. C'est-à-dire, en fait je m'attends à ce que le marché là il fasse petit rebond, il continue, tu vois, il comprime et bam, derrière on repartirait à la hausse. Donc moi je dirais ça peut aller plus bas et je pense qu'on cassera ce canal, mais pour l'instant, bon voilà, l'essentiel du travail est fait, donc il faut un encaissement au moins partiel ici, mais est-ce qu'il faut tout sortir? Je dirais peut-être pas non plus. Voilà.
Oui, je sais, je sais. Non, je ne sais pas si on va vers les 4000. Vraiment, moi, pour l'instant, je sais que vous aimeriez tous avoir une réponse franche et claire. Je ne peux pas vous la donner parce qu'elle est stupide. Pour l'instant, tous ceux qui pensent savoir ce qui va se passer sur BTC sont des putains de menteurs. Personne ne sait ce qui va se passer sur BTC. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait des buy and hold. Quand je fais buy and hold, c'est parce que j'ai envie d'acheter mais que je ne sais rien. C'est le plus haut niveau d'incertitude. Buy and hold, c'est parce que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tu veux acheter, tu as des prix intéressants, tu as peu de volatilité, tu fais un buy and hold. Parce que tu veux acheter mais que tu n'as pas assez d'informations pour définir avec certitude, enfin avec une gestion du risque suffisante que ce sera le bottom. Ne pouvant pas faire ça, je ne peux pas te donner de réponse. Je sais qu'on peut aller à 4000 et sous 4000. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé 50% du capital que je veux mettre en BTC au cas où on aille sur ce prix-là. Mais c'est au cas où. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'acheter quand même le support des 6000 $. Je coupe la poire en deux. Voilà. Pour moi, c'est vraiment 50-50 et je me prépare pour les deux scénarios. Tout ce que je pense, par contre, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on aille à 4000 ou pas, on ira au-dessus de 6000 derrière, je pense. Donc dans tous les cas, il y aura un gain BTC à réaliser, je pense. C'est la raison pour laquelle je suis toujours acheteur de ce truc-là. Mais arrêtez de vouloir comprendre les mouvements de marché. C'est pas ça, le trading. Le trading, c'est de gérer son risque face à l'incertitude. Plus c'est risqué, moins on prend de risque. Le buy and hold, c'est le plus bas niveau de risque que vous pouvez prendre puisqu'il n'y a pas de stop loss. Il n'y a qu'une seule invalidation dans le buy and hold, c'est quand, sur le long terme, votre actif ne retrouve jamais sa capitalisation. C'est un risque. Pour moi, il est très faible. C'est la raison pour laquelle j'investis sur BTC, mais j'y ai pas mis 200 000 €. Et en plus, je ne fais pas ça n'importe comment. Et j'espère que vous comprenez bien la démarche. Donc aujourd'hui, tous ceux que vous voyez s'exciter en train de vous donner des targets sur BTC ou Dieu sait quoi, c'est bullshit, c'est des gros mythos ceux qui font ça. Personne ne sait où ça va ce truc, les gars. Soyez conscients de ça. Un vrai trader, il vous donnera la bonne réponse, il vous dira « je n'en sais rien ». Voilà, pour moi, il n'y a pas de... J'hésite pas à mouiller le maillot et à vous donner un avis, même si parfois ça s'avère être faux et que j'ai tort, parce que je m'en fous d'avoir tort ou d'avoir raison. Mais moi, je vous donne mon sentiment, la perception statistique que j'ai quand je prends un trading. Je me dis, bon, bah là, pour moi, statistiquement, ça a plus de chances, ce truc-là, de finir en se retournant. Et dans ce cas-là, je trade à l'envers du marché parce que je pense que ça va se retourner. Mais j'ai des raisons qui m'invitent à penser ça. Là, je n'ai aucun élément qui me permette de prendre la décision sur BTC. C'est vraiment 50-50. Et face à ça, je ne vous donne pas de réponse. Par contre, est-ce que mon portefeuille il est agressivement investi BTC? Pas du tout. Il est investi d'une certaine façon. Et en plus, je vous dis, j'ai gardé la moitié de ce que je veux faire sur BTC pour éventuellement aller plus bas. Donc vraiment, faites attention à bien toujours rationaliser. Il y a le propos que je peux tenir, mais moi, je me rappelle toujours d'un truc qu'un pote m'avait appris en communication. Il m'avait dit, le problème dans la communication entre êtres humains, c'est qu'il y a 3 étapes. C'est que il y a la façon dont tu vas structurer ta pensée, c'est-à-dire l'idée originale, la façon dont tu vas la retranscrire sous forme de parole, c'est-à-dire que il y a une première transition qui se fait là, c'est-à-dire qu'il y a ce que je pense, il y a la façon dont je vais l'exprimer, il y a la façon dont vous allez l'entendre et la façon dont vous allez l'interpréter. C'est-à-dire que ça fait 3 incertitudes, 3 transferts qui peuvent totalement différencier ce que je pense, c'est-à-dire l'idée dans ma tête, et l'idée telle qu'elle va être interprétée dans la vôtre peut être complètement différente. Donc faites toujours attention. Les propos que je peux tenir, vous pouvez très mal les interpréter parfois. Rationalisez toujours ça. Là, moi, au moins, je vous dis toujours ce qui se passe sur mon compte. Est-ce que j'ai du levier sur ce truc-là? Est-ce que j'ai pas de levier? Est-ce que j'ai une confiance légitime, non légitime? Est-ce que je suis en phase spéculative? Est-ce que la phase spéculative se passe bien, pas bien? Voilà, c'est vraiment ça que j'essaie de vous transmettre. Et je vous dis toujours ce que je fais sur la gestion du portefeuille. Donc voilà, par exemple, là, vous vous dites, bon, sur Apple, il a dit quoi? Il a dit qu'il avait encaissé 50%. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 50% de vente, déjà. Donc je suis toujours vendeur d'Apple, mais que je pense que ici, le risque vendeur se réduit. Je pense qu'on va au moins latéraliser, voire remonter. Donc face à ça, j'encaisse des gains et on verra après. D'accord? Pour moi, le risque vendeur diminue, donc mon exposition vendeuse diminue également. C'est aussi simple que ça. BTC, je n'ai rien fait depuis 3 mois ou 2 mois. Depuis que j'ai pris buy and hold, je n'ai rien touché sur BTC. Ça veut dire que pour moi, le sentiment de marché et la perception que j'ai de ce marché n'a pas changé.
La prochaine fois que ça change, c'est si on retourne à 6000 là dans les prochains jours. Dans ce cas-là, je mettrai les 5000 € qui me restent à mettre sur BTC. Ou alors, on passe sous les 4000 et je remettrai également ces 5000 € qui me restent à mettre sur BTC. Et après, c'est terminé. OK ? Et après, je ne fais plus rien. Ce sont les seules actions que j'ai à faire. Donc moi, tant qu'on ne va pas chercher une de ces deux bornes, tout ce qui se passe là, tout le monde s'excite sur les réseaux. Tous ceux qui s'excitent, pardonnez-moi de le dire, ce sont des mauvais traders. Voilà. Moi, j'ai un plan et je respecte et je ne bouge pas tant qu'on ne va pas chercher les zones de prix qui m'intéressent. Ce qui se passe là maintenant, ça ne m'intéresse absolument pas. De savoir si on va à 3000 ou de savoir si c'est le bottom, c'est la panache des imbéciles. Ceux qui s'excitent sur les réseaux pour ça n'ont rien compris. Pourquoi ? Soit parce qu'ils spéculent à court terme, et pour moi ils n'ont rien compris, parce que ce n'est pas possible de faire ça, ou c'est très dangereux en tout cas, soit tout simplement ils essayent de comprendre le marché, et c'est une démarche qui ne mène à rien. Et voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? On va aller regarder, mais... Alors, bull market, bear market, range... Possible, mais pour moi, le bear market, on est déjà dedans. Hein, voilà. Mais c'est totalement possible. Après, voilà. Je pense vous avoir résumé mon sentiment juste avant. Tous ceux qui font des analyses en ce moment, je pense que vous perdez clairement votre temps. Pour moi, l'analyse, elle est très simple. On ne sait rien. Attendez d'avoir des informations. Je serai le premier à vous dire, dès que mon sentiment de marché change, à vous dire, voilà, là j'ai d'informations qui me permettent de mettre à jour le scénario. Tant que je ne vous dis rien, je vous parle de Bitcoin en fait parce que je sais que vous flippez vos races et que j'essaie de vous rassurer en fait. Mais hormis ça, moi je m'en branle mais comme de l'an 40 du Bitcoin en ce moment. Je trouve ça d'un inintérêt le plus total quoi. Mais comme je sais que ça vous fait bouillonner l'esprit, je fais tout parce que je pense qu'il y a des leçons de trading à apprendre pour vous là-dedans. Mais c'est tout, voilà. Moi, vraiment, en termes d'exposition du portefeuille, ça ne change rien du tout. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. On se retrouve lundi. Donc, lundi, on aura l'information, à savoir, donc, est-ce que Bitcoin regape à la hausse ou pas ? Je parle pour la partie future, hein, c'est-à-dire que si on prend BTC1, c'est-à-dire notre pote le BTC Future, ok, voilà où il en est. Hein. Donc là, la grande question, c'est est-ce qu'on termine là ce soir ? Et donc, est-ce que lundi, on regape sous les supports ou est-ce que lundi, on se retrouve là ? Et tout simplement, on piège tout le monde. Hein. Un peu comme on l'avait fait à l'époque. Hein, c'est-à-dire, regardez, hop, on fait le bottom et puis pouf, hop, lundi, on rouvre à la hausse et on achète. Totalement possible. Hein, voilà. Sur la partie future, moi, honnêtement, je ne m'amuserai pas, pour ceux qui tradent via les futurs, donc ceux qui vendent à découvert des bitcoins, moi je ne m'amuserai pas à rester vendeur overweek. Hein, voilà. Parce que ça c'est un coup où si tu as un prix vendeur là, pourquoi pas, et tu vas voir s'enfiler tous tes gains. Par contre, si jamais ça réouvre là lundi, voire au-dessus, parce que là on peut très bien, hein, samedi ça remonte, dimanche on est là. Hein. Voilà. Alors ça me paraît un peu violent, mais je dirais samedi on remonte là, dimanche on est déjà de nouveau sur les 6004. Si on fait ça, ouais, le mec qui a des bitcoins en vente à découvert à 5008, il retrouvera jamais ses prix. Ouais, mais vraiment jamais. Hein. Donc, moi je trouve qu'il y a un jeu dangereux sur la vente à découvert de bitcoin. Maintenant, ça peut être une stratégie également, c'est-à-dire que le mec qui a de toute façon décidé que les prix allaient chercher là et qui est... voilà, c'est pas impossible. Donc on verra, je ne sais pas, face à ça. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on est sur des zones de prix plutôt acheteuses. Les cycles sont en faveur des acheteurs. Le momentum est survendu sur ce qui est potentiellement un support. Je ne passe pas vendeur, moi en tout cas, dans ces conditions-là. Voilà. Allez, à lundi, soyez sages. Évidemment, je vous ferai un suivi ce week-end, il n'y a pas de problème. Sur Telegram, sur Discord, on fera le boulot, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, s'il y a des choses qui nécessitent une évolution dans le scénario, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Voilà. La seule chose en fait sur laquelle je peux vous alerter ce week-end, c'est si on revient chercher la zone de volume. Voilà. Si on continue de baisser pendant le week-end, on continue de baisser, mais tant qu'on n'est pas sous 4000, je ne vois rien à faire.